Un résultat spectaculaire en économie, c'est bien, mais savoir exactement ce qu'il prouve et surtout ce qu'il ne prouve pas, c'est ça le vrai travail. Dans les 2 premiers épisodes, on a vu l'ampleur du marché des factures fantômes en Équateur et l'élégance de la méthode statistique. Maintenant, on fait ce que toute la communauté scientifique fait quand un nouveau papier sort. On passe à l'étude crash test. Pas pour la démolir. L'étude de Carrillo, Donaldson, Pomeran et Sengal, publiée dans l'American Economic Review, est excellente. Mais pour en mesurer la portée exacte avec rigueur absolue, on analyse la validité interne et externe de cette étude. Premier point. L'échantillon d'entreprises fantômes analysé par les chercheurs s'appuie sur les 811 structures déjà identifiées par l'administration fiscale équatorienne, le SRI. Les auteurs le reconnaissent eux-mêmes. C'est une limite inférieure de la fraude réelle. On ne voit que les tricheurs qui se sont fait attraper. Mais attention, il y a un fait empirique majeur qui nuance ce biais. La fraude est ultra concentrée. 10% des entreprises fantômes génèrent plus de la moitié de tous les reçus fictifs. Et seulement 10 entreprises à elles seules émettent 25% des factures, soit 14% de la valeur totale. L'argument des auteurs tient la route. Même si l'échantillon est partiel, cibler les plus gros émetteurs permet d'attraper le plus gros volume financier. Deuxième point, l'intervention du fisc en 2016. Soyons très précis. Ce n'est pas un essai contrôlé randomisé. Les entreprises notifiées par mail par le fisc n'ont pas été tirées au sort. Elles ont été ciblées en fonction de l'ampleur de leur fraude. Alors, est-ce vraiment causal? Il y a un argument en béton dans le papier. La relation dose-réponse. Quand le fisc envoie une notification indiquant $100 de fausses factures détectées, l'entreprise corrige ses déclarations et réduit ses coûts d'environ 98% par dollar notifié. Cette précision quasi dollar pour dollar rend l'hypothèse d'un facteur extérieur totalement improbable. Mais soyons honnêtes et rigoureux. Les auteurs eux-mêmes notent, dans une note de bas de page dans l'article, vous pouvez le voir, qu'une partie de la comparaison entre entreprises notifiées et non notifiées repose sur la trajectoire différente du traitement. Il qualifie ce point précis de subjectif plutôt que d'identifier de façon purement causale. Donc il est subjectif. Le dernier détail de cette étude est époustouflante. Les entreprises ont bien réduit leurs coûts fantômes sans réduire leurs revenus déclarés. Mais est-ce qu'elles n'ont pas triché ailleurs? Les données montrent qu'elles ont légèrement augmenté d'autres catégories de charges comme la main-d'œuvre ou la charge financière. Ce n'est pas une compensation totale, mais ce n'est pas non plus une absence complète d'ajustement stratégique de la part des fraudeurs. Là, on regarde la validité externe. Est-ce qu'on peut appliquer ces conclusions en France, au Sénégal ou aux États-Unis? L'Équateur combine un usage généralisé de la TVA avec un système de recoupement par tiers très développé. Un pays qui n'a pas cette infrastructure informatique de croisement de données B2B ne pourra simplement pas réduire cette stratégie d'attaque ciblée sur les clients fantômes. Ce qui se transpose bien. La concentration de la fraude chez les plus grandes entreprises et les plus hauts revenus, c'est un résultat cohérent avec la littérature scientifique internationale. Ce qui est propre à l'Équateur, le seuil de bunching, le pic des $5 000, dépend exclusivement de la réglementation équatorienne sur les placements bancaires obligatoires. Pas dans un autre pays, le seuil et les comportements seront différents. Maintenant, notre avis. Si on devait proposer 3 pistes pour aller un peu plus loin dans cette recherche, que les auteurs ont d'ailleurs partiellement anticipé, on devrait vérifier le risque de circularité. Il faudrait documenter plus précisément la méthode de détection initiale du fisc équatorien. Le but serait d'assurer que les patterns statistiques repérés par les chercheurs, c'est-à-dire les montants ronds, le rush de décembre,
sont des vraies découvertes indépendantes et pas simplement des critères que le fisc utilisait déjà pour repérer les entreprises fantômes. 2. Afficher la nuance sur la causalité. Présenter le résultat dose-réponse comme le cœur dur de la preuve, tout en gardant la réserve exprimée par les auteurs sur les restes des comparaisons. Donc, ce n'était pas des effets causaux purs. Mesurer l'effet de long terme. L'étude observe l'impact sur 90 jours. Est-ce que les entreprises réinvestissent dans les nouvelles techniques de fraude au bout de 6 mois ou d'1 an? Et est-ce que le report sur la charge, par exemple, de main-d'œuvre devient leur nouvelle stratégie pérenne? Voilà nos questions. Pour conclure pour cette saison 2, au Sénégal, le défi des chercheurs était la qualité et la rareté de la donnée. En Équateur, le problème n'était pas la quantité de données, mais leur authenticité. Ce qu'on retient de ces 3 épisodes en Équateur, c'est que les résultats spectaculaires ne dispensent jamais de se demander précisément ce qu'ils prouvent et ce qu'ils ne prouvent pas encore. C'est ça la vraie démarche scientifique. Merci d'avoir suivi cette saison 2 dans la cuisine des chercheurs. Si vous avez aimé ce format d'analyse critique, abonnez-vous, laissez un pouce en commentaire. Rendez-vous dans la saison 3.